Le vent est une force extraordinaire. Quand la puissance de la mer et la force de l'air se combinent, le résultat est terrible. C'est le vent et les vagues. Ensemble, ils martèlent les côtes, ils coulent des navires et ne laissent derrière eux que mort et destruction. La force du vent est redoutable. Il transforme la mer en une vaste marmite bouillonnante, traversée de vagues meurtrières. De tout temps, l'homme a voulu contrôler l'énergie du vent. Pourtant, sa puissance nous réserve encore des surprises. Et son pouvoir destructeur n'a pas de limite. Port-Martin, en Antarctique, est l'endroit le plus venteux du monde. Ici, la vitesse moyenne du vent est de 64 km/h. Pendant plus de 100 jours par an, les vents ont la puissance d'un cyclone. Pourtant, ce n'est pas ici que l'on a enregistré la rafale de vent la plus forte, mais dans un endroit plus élevé. À 1800 mètres d'altitude, le mont Washington est le sommet le plus élevé de l'Est des États-Unis. Ce n'est pas pour rien que le bâtiment qui se trouve au sommet est enchaîné au sol. C'est ici que fut enregistré le coup de vent le plus fort au monde. Le 12 avril 1934, cet anémomètre a enregistré une rafale de 360 km/h, soit 3 fois la vitesse d'un cyclone. Ici, le vent est rapide parce qu'il est pris en tenaille entre le sommet de la montagne et la couche inférieure de la stratosphère. Ce resserrement de l'espace libre provoque une accélération du courant d'air, comme quand on bouche un tuyau avec le pouce. Ken Rancourt dirige l'observatoire du mont Washington. Depuis 15 ans, il enregistre les vents qui balayent le sommet. Quand la vitesse du vent atteint 200 km/h, il est presque impossible pour un homme de rester debout au sommet de la montagne. Grimper en haut de la tour est une expérience extraordinaire. Quand vous escaladez l'échelle et que vous affrontez les éléments, c'est un spectacle à couper le souffle. Certains techniciens ont été poussés par le vent et ont glissé sur toute la largeur du toit. Ils ont dû s'accrocher à la corniche de l'autre côté pour ne pas être emportés. Il est très difficile de débarrasser les instruments de la couche de glace qui les recouvre. C'est un travail périlleux. Souvent, la glace soulevée par le vent vient vous frapper le visage. Les vents du mont Washington, comme tous les vents, sont créés par la chaleur du soleil qui réchauffe irrégulièrement la surface terrestre. Quand le soleil brille,
il réchauffe les minuscules molécules qui composent l'air. Les molécules s'agitent alors et se déplacent plus rapidement en s'éloignant les unes des autres. L'air se dilate et s'élève comme le gaz chaud utilisé pour gonfler les ballons. À la surface de la Terre, l'air chaud plus léger s'élève en altitude. Il est immédiatement remplacé par de l'air plus frais. C'est ce mouvement de l'air qui donne naissance au vent. La direction et la force des vents peuvent varier considérablement selon l'altitude. Le talent des pilotes de montgolfière consiste à trouver les vents les plus favorables. Au niveau de la mer, les marins utilisent aussi la puissance du vent. Le vent n'est pas toujours aussi calme. Les marins ont été les premiers à découvrir que certaines régions du monde étaient balayées par des vents particulièrement forts. Voici le Cap Horn au début du siècle. Pour prévenir les autres marins, il fallait inventer un système simple qui décrive la vitesse du vent. En 1805, l'amiral Sir Francis Beaufort de la marine britannique mit au point l'échelle Beaufort. 200 ans plus tard, c'est toujours l'échelle officielle pour mesurer la vitesse du vent dans le monde entier. Force 0 indique le calme plat. La mer est comme un miroir. Force 4 indique un vent modéré. Les vagues se coiffent de crêtes blanches et à terre, le vent soulève la poussière. Force 8 indique un vent fort. Des embruns soufflent au sommet des vagues. Les petites branches d'arbres se cassent. Force 10 désigne une tempête. La mer disparaît sous une masse d'écume. Les arbres les plus faibles sont arrachés du sol. Et finalement, il y a le cyclone, un vent de force 12. Bien que la tempête se soit calmée, la mer restera agitée pendant plusieurs jours. Le vent a transféré son énergie à l'océan. Ces effets se font sentir au plus profond des eaux. Le vent est la force principale qui anime les grands courants marins. Ce bateau est au milieu de l'océan Atlantique. Il est poussé par les alizés du nord-est. Ces mêmes vents entraînent l'un des plus puissants courants marins, le Gulf Stream. C'est un courant d'une puissance colossale, dont la force est 5 fois plus grande que celle de toutes les rivières de la Terre combinées. Le Gulf Stream est un vaste circuit d'eau qui traverse l'Atlantique Nord et revient en sens inverse. Son cours fut enregistré pour la première fois il y a 200 ans par Benjamin Franklin. En combinant les renseignements fournis par les baleiniers de Nantucket
et les mesures de température qu'il avait prises lui-même dans l'Atlantique, il a réussi à tracer cette carte. Les satellites modernes utilisent toujours la température pour suivre les méandres du Gulf Stream. Ce courant peut être comparé à un immense système de chauffage. La chaudière est située à l'équateur, où les mers tropicales absorbent l'énergie du soleil. Ces mers chaudes abritent une faune d'une grande variété. Le Gulf Stream transporte l'eau chaude vers le nord, le long de la côte des États-Unis, puis à travers l'océan Atlantique. Cette eau chaude finit par atteindre la côte de l'Europe du Nord et il en résulte des hivers étonnamment doux. Sur la côte nord de l'Écosse, baignée par le Gulf Stream, poussent des palmiers. À cette même époque de l'année, de l'autre côté de l'Atlantique, le climat est complètement différent. Voici l'embouchure du Saint-Laurent au Canada. Malgré sa position géographique plus au sud, cette région n'est pas réchauffée par le Gulf Stream et les hivers y sont très froids. Le Gulf Stream est un courant relativement régulier et prévisible. D'autres courants sont plus capricieux, et quand ils changent de direction, le climat s'en ressent. Depuis des siècles, les pêcheurs du Pérou savent que certaines années, les poissons désertent complètement leurs côtes. Selon une fréquence qui peut varier entre 2 et 11 ans, les eaux froides et poissonneuses sont remplacées par un courant d'eau chaude qui descend le long de la côte. Les pêcheurs ont baptisé ce phénomène El Niño, enfant Jésus en espagnol, car il est apparu pour la première fois le jour de Noël. Aujourd'hui, ce courant imprévisible fait l'objet d'études scientifiques très poussées. Des bouées suivent le courant et des avions enregistrent la température de l'eau. El Niño modifie la position des nappes d'eau chaude dans l'océan Pacifique. Cette eau chaude fournit de l'humidité à l'air et engendre des orages. Ces nuages orageux fonctionnent comme de véritables pompes. Ils transfèrent chaleur et énergie dans les couches supérieures de l'atmosphère. Cette énergie modifie les schémas des vents sur toute la surface de la Terre, entraînant souvent des résultats dramatiques. C'est en décembre 82 que le réchauffement du Pacifique par El Niño fut le plus important du siècle. Ce courant fut responsable d'inondations en Californie, en Louisiane, en Floride et dans toute l'Amérique du Sud. De l'autre côté du monde, l'Australie affronta la plus terrible sécheresse de son histoire. Les pâturages furent transformés en désert. La végétation desséchée alimenta de nombreux feux de forêt qui ravagèrent le pays. Nous ne savons toujours pas aujourd'hui ce qui déclenche un courant El Niño, mais c'est un exemple dramatique de l'interaction entre les océans et l'atmosphère. Sur la surface de la mer, un autre mystère intrigue les scientifiques. La hauteur des vagues des océans augmente régulièrement. La hauteur moyenne des vagues de l'Atlantique Nord est d'environ 1,20 m. Au cours des 20 dernières années, la hauteur de ces vagues a augmenté de 20%, et personne ne sait vraiment pourquoi. L'océan est couvert de vagues qui se déplacent toutes à des vitesses différentes. Parfois, certaines vagues se rencontrent et en forment une très grosse.
Une vague sur 23 est 2 fois plus grande que les autres. Un navire qui passe un mois en mer rencontre 300 000 vagues, dont une au moins sera une énorme grosse vague, 4 fois plus grosse qu'une vague normale. En mars 90, l'Alaska Monarch est en danger dans le détroit de Bering. Frappé par le travers par des vagues puissantes, ce bateau risque le naufrage. Heureusement, son équipage fut sauvé. Les vagues ont aussi une action destructrice plus lente. Elles contribuent à l'érosion du sable et des rochers qui forment les côtes. En décembre 92, la communauté de Westhampton Dunes à Long Island, sur la côte est des États-Unis, subit l'assaut de la mer et du vent combinés. Après des années de lente érosion, une tempête d'hiver emporta la plage et les dunes. Cette ville agréable devint une ville fantôme. Le maire, Gary Vigliante, veut sauver sa ville. Il y a plusieurs années, il y avait 245 maisons ici. Et aujourd'hui, il n'y en a plus que 80. De nombreuses maisons ont été détruites par la catastrophe qui nous a frappés. Par endroits, la plage était haute de 6 à 10 mètres. Et les gens ont bâti leurs maisons pour avoir une vue sur la mer. Et maintenant, elles sont perchées en l'air et la plage a disparu. Tout a été emporté. Aujourd'hui, de plus en plus de gens vivent le long des côtes et nous devons accepter que nos maisons et nos terres soient à la merci des vagues et du vent. Mais l'action des éléments n'est pas toujours néfaste. L'été, il arrive que l'action des vagues dépose du sable sur le rivage. En hiver, les vents les plus forts changent de direction. Des vagues plus puissantes frappent la côte et emportent le sable. Les vagues déplacent le sable le long du rivage, emportant des plages entières et les redéposant ailleurs. Partout dans le monde, des vagues plus grosses requièrent des digues de plus en plus hautes pour protéger les terres. Mais aucune digue, si haute soit-elle, ne peut arrêter cette vague. Un tsunami.
Un tsunami commence ici, au fond de l'océan. Cette vague immense est déclenchée par un tremblement de terre au fond de l'océan ou par une éruption volcanique sous-marine. À la surface de l'eau, rien n'annonce son passage. Dans les eaux profondes, les tsunamis passent sans se faire remarquer, car ces vagues ne mesurent que 30 ou 60 cm. Mais leur longueur est impressionnante, jusqu'à 450 km, et elles se déplacent à plus de 750 km/h. En 1960, un tremblement de terre au large du Chili a donné naissance à l'une de ces vagues, qui a traversé le Pacifique en direction du Japon. Au milieu de l'océan, elle s'est abattue sur Hawaï. En approchant de la côte du Japon, la mer étant de moins en moins profonde, la vague a surgi à la surface, tel un véritable monstre. Les bateaux quittèrent les ports pour gagner la pleine mer, où ils sont plus à l'abri. En japonais, tsunami veut dire vague du port, car c'est là qu'elle cause le plus de dégâts. La vague finit par s'atténuer, ne laissant derrière elle que mort et destruction. Les forces d'attraction universelle ont également une influence sur la mer. L'attraction lunaire provoque une élévation du niveau de la mer. 2 fois par jour, les marées viennent baigner nos rivages. Quand des vents puissants se combinent aux plus hautes marées, les risques d'inondation sont beaucoup plus grands. Dans le monde entier, les villes côtières sont menacées. Le réchauffement global de la planète fait fondre les calottes glaciaires et le niveau de la mer s'élève. Si toutes les glaces du monde fondaient, le niveau de la mer s'élèverait de 60 mètres. Mais actuellement, la fonte des calottes polaires n'est responsable que d'une très légère élévation du niveau de la mer. Quand l'eau est chauffée, elle se dilate. Cette dilatation est en grande partie responsable de l'élévation du niveau des mers. Si le niveau de la mer s'élève encore davantage, l'action combinée du vent et des vagues deviendra un ennemi redoutable. Les marées pourront pulvériser nos côtes et causer d'immenses inondations, et peut-être même un jour submerger nos villes côtières. Mais la mer n'est pas notre ennemi. Le vent et les vagues ont une action bénéfique sur le climat des continents. L'action du vent et des vagues empêche qu'une partie de la Terre ne devienne trop froide et une autre trop chaude. Sans eux, notre planète serait un monde de glace ou de feu.